Bonjour à tous. Bienvenue pour une heure d'entraînement à la méthode de recueil de l'enquête nationale de prévalence en EHPAD qui aura lieu de mi-mai à fin juin. Aujourd'hui, c'est un peu une journée ENP EHPAD puisque ce matin, je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être dû y assister, il y avait un webinaire de Santé publique France pour former sur l'application Prévias qui servira donc à enregistrer les données qui seront recueillies. Et nous, cet après-midi, on va faire des petits cas cliniques pour essayer de se familiariser un petit peu avec la méthodologie. Juste pour vous dire que là, donc, il y a 10 cas cliniques, mais aujourd'hui, on ne va pas en faire 10, on va en faire que 5 et qu'on vous propose un nouveau webinaire, donc soit pour ceux qui n'avaient pas pu être là, qui ne peuvent pas être présents tout du long, ou soit pour ceux qui veulent refaire aussi, enfin faire d'autres cas cliniques, s'entraîner encore à nouveau. Il y en aura un autre prévu dans 15 jours. Voilà, et il y a aussi un autre webinaire Prévias dans une semaine. Donc on va commencer, j'espère que vous m'entendez bien. Au niveau du CEPIAS, vous ne la voyez pas, mais je suis accompagnée par Muriel Péfaux, qui est mon binôme sur cette enquête de prévalence au niveau régional. Donc on est toutes les deux les référentes et Bonjour on à est là tous. pour vous appuyer. Bonjour Muriel. L'idée aujourd'hui, c'est d'être un peu plus pratique que d'habitude et d'essayer de balayer des situations qui peuvent arriver en EHPAD. Alors évidemment, on sait que les cas cliniques théoriques, c'est pas forcément la vie en EHPAD, mais on va essayer de vous donner des petites pistes pour vous aider au mieux à renseigner vos données. En tout cas, si vous êtes là, je suis sûre que vous êtes super motivés à faire cette enquête nationale de prévalence et ce serait super d'avoir une belle participation néo-aquitaine. Donc, on va commencer avec 5 cas. Je tiens à vous dire que votre meilleur ami pour cette enquête nationale de prévalence 2024, ce n'est pas Muriel, ce n'est pas moi, mais c'est tadana, le guide de l'enquêteur. Alors moi, je l'ai imprimé, oui, je sais, c'est peut-être pas très bien pour la planète, mais je m'y réfère très souvent et c'est globalement dans ce guide que vous allez trouver à peu près toutes les réponses à vos questions, sauf si elles sont un peu tordues. Et dans ces cas-là, ben, on essaiera de vous d'y répondre mieux avec Muriel, Donc, n'hésitez pas à vous procurer ça à côté de vous pour faire les petits exercices, parce qu'il n'y a pas que nous qui allons travailler. L'idée aujourd'hui, c'est à travers des cas cliniques de renseigner cette petite fiche de recueil enfin cette petite fiche de recueil de données pour les résidents. Donc contrairement à il y a quelques années où il y avait une fiche à renseigner par résident infecté, là il y a une fiche à remplir pour tous les résidents qui sont inclus dans l'enquête et qui ont été informés de l'enquête. Donc c'est cette feuille-là. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers différentes situations cliniques. On va tenter de remplir cette feuille. Alors comme on est super cool et super sympa, le premier cas clinique on va le faire. Enfin, je vais le faire avec vous. Et le deuxième cas clinique, je pourrais donner la parole à celui ou celle qui souhaite répondre. Voilà. J'espère qu'il y aura des volontaires, ce sera en tout cas plus dynamique. En tout cas, je vous laisserai réfléchir quand même 2 minutes au truc avant d'y répondre tous ensemble. Allez, premier cas clinique, donc on renseigne cette feuille. Alors, on n'a peut-être pas fait preuve de beaucoup d'imagination pour le nom des résidents et le nom des EHPAD, mais on fait ce qu'on peut. Donc, la date de l'enquête, on est dans un mois, on est le 22 mai 2024 après-midi et c'est la période de notre enquête dans l'EHPAD des Jolies Fleurs, il me semble, parce que j'ai le truc qui me cache, voilà, des Jolies Fleurs. Et vous allez voir Madame Odile Soulier, 89 ans, qui est hébergée chez vous depuis plus d'1 an. Elle va plutôt bien. Elle n'a pas été hospitalisée depuis qu'elle est dans l'EHPAD. Ce matin, elle était au lit à 8 heures du matin. Elle a néanmoins besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle n'a pas de sonde urinaire, de cathéter vasculaire, ni d'escar, ni de plaie. Elle est orientée et continente. Vous notez quand même que le 15 mai, elle s'est plainte de douleurs à la miction, mais que globalement, elle allait bien à côté de ça et elle n'avait pas de température. Le test de bandelette urinaire a montré un résultat positif pour les nitrites et les leucocytes. Oups, pardon, excusez-moi. Le 16 mai, un ECBU a été réalisé et a été envoyé au laboratoire pour analyse le même jour. Le 17 mai, retour des résultats de cet ECBU, on identifie un Escherichia coli supérieur à 10 puissance 5 UFC sensible à tous les antibiotiques testés, sans autre mention du laboratoire.
Le médecin traitant lui prescrit le même jour de l'amoxicilline, pardon, je vais essayer de faire des efforts, de ne pas faire d'abréviation, l'amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Le 19 mai, le médecin traitant est revenu voir Madame Soulier qui se sent très bien et ne présente plus de signes cliniques. Et nous sommes le 22 mai, donc le jour de l'enquête. Madame Soulier va bien. Dans son dossier médical, il n'y a aucune mention relative à son traitement antibiotique depuis la prescription initiale d'amoxicilline. Donc, là, vous pouvez prendre votre petite fiche résident et on peut se poser des questions. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre résidente est inclue dans l'enquête? Alors, peut-être qu'il y en a qui veulent répondre déjà à cette question. Est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main? Me dire si cette résidente, à votre avis, on renseigne une fiche pour elle. Ou lever la main. Vous pouvez répondre dans le chat aussi. Ou juste le short, le chat. Non, c'est pas le chat, pardon, c'est les questions. Youp. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit oui. Oui, elle est inclue dans l'enquête. Effectivement, elle est inclue dans l'enquête puisqu'elle était présente le matin à 8 heures. Il faut aussi s'intéresser de savoir si, mais ça, ce sera pour l'ensemble des résidents de votre EHPAD, s'ils ont été bien informés de la réalisation de cette enquête, parce qu'ils peuvent s'opposer à être inclus dans cette enquête. Bon, là, c'était pas le cas de Madame Soulier. Donc, Madame Soulier, elle est inclue dans l'enquête et elle a été informée de l'enquête et elle n'a pas été, enfin, ni elle ni ses responsables ont dit qu'ils étaient contre cette enquête. Donc, on va pouvoir remplir une petite fiche. Donc, je vais sur ma fiche résident. J'essaie de sortir du diaporama, mais c'est pas évident parce que je voudrais vous la montrer. Voilà. Sur ma petite fiche résident, donc je vais pouvoir commencer à remplir mon questionnaire. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 on va dire paragraphes. Et pour Madame Soulier, on va remplir donc l'identification et on va remplir les caractéristiques du résident. C'est ce que vous aurez à faire à minima pour tous les résidents qui sont inclus dans l'enquête. Donc, on va pouvoir renseigner les caractéristiques de Madame Odile Soulier. Alors, est-ce que Madame Soulier, si je reviens, elle avait des dispositifs invasifs? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je vous préviens, là, c'est facile. Hein. Après, ça sera plus dur. Non, 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 c'est bien. Oui, non, elle n'a pas du tout de dispositif invasif. On précise bien qu'elle n'a pas de sonde urinaire, ni de cathéter vasculaire, ni de cathéter vasculaire. Donc, on va pouvoir remplir cette case et cocher non. Un dispositif invasif. Est-ce que Madame Soulier, maintenant, a un traitement anti-infectieux? Alors, j'ai dit oui, 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 oui. Je crois que c'est oui la réponse. Effectivement, Madame Soulier, si on remarque bien, on lui a prescrit de l'amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours le 17 mai. Le 17 mai, on est le 22 mai. Donc effectivement, on est à, on va dire, son 5e jour d'antibiothérapie. Donc elle a toujours un traitement antibiotique en place, un traitement antibiotique par voie générale. Donc on va devoir préciser qu'elle a un traitement antibiotique. Je passe vite, hein, juste pour vous dire si on remplit ou pas les grands paragraphes. Est-ce que maintenant, Odile Soulier a une infection associée aux soins? Je reviens sur mon cas clinique. Enfin, j'essaye. Allez, le premier qui me répond bien, je cite son nom. Oui, donc c'est Nathan qui a bien répondu en premier. On peut applaudir Nathan. Effectivement, Madame Soulier, en fait, elle a bien une infection. Donc, on va remplir aussi cet item. Pardon, excusez-moi. Ce paragraphe-là. Donc, pour Madame Soulier, finalement, on remplit la base. On ne remplit pas le dispositif invasif, mais on remplit traitement anti-infectieux et le paragraphe infection associée aux soins. Donc, en fait, on a essayé de faire une petite logique des questions à vous poser à chaque fois quand vous avez à renseigner une fiche pour chaque résident. Donc, la première chose à faire, c'est est-ce que, mais ça, vous le saurez une fois, normalement, vous allez informer les résidents si vous réalisez cette enquête. Donc, ça, vous pourrez répondre assez rapidement. Est-ce que la résidente a été informée de cette enquête?
Donc oui, je peux étudier son éligibilité à l'enquête. Après, en deuxième question, qui est intéressant à se poser, c'est est-ce que la résidente est éligible à l'enquête? Alors, là, il se trouve que oui. Pourquoi? Donc, quand on regarde dans le guide guide méthodologique, vous verrez, en fait, il y a les critères d'éligibilité à l'enquête, je y reviendrai tout à l'heure. Elle est en hébergement permanent. Ça, c'est un des critères pour qu'elle soit éligible à l'enquête. Et elle était présente à 8 h le matin dans l'EHPAD. Voilà. Donc, elle est éligible, en tout cas, Madame Odile Soulier est éligible à l'enquête. Après la troisième question, donc finalement chaque question correspond un peu à mes paragraphes, a-t-elle un dispositif invasif? Vous avez bien répondu, puisque non, il n'y a pas de sonde urinaire et il n'y a pas de cathéter vasculaire. Donc on peut cocher non en face de dispositif invasif et passer à la résidente a-t-elle un traitement anti-infectieux? Donc là, vous avez aussi tous bien répondu, tous ceux qui ont répondu. Mais je suis sûre que ceux qui n'ont pas répondu, ils avaient la bonne réponse. Elle avait de l'amoxicilline prescrit le jour du traitement. C'est une classe d'anti-infectieux ciblée par l'enquête. Globalement, tous les antibiotiques par voie générale, ils sont ciblés par l'enquête. Ce qui vont être exclus comme anti-infectieux, ça va être tous les infectieux locaux et les anti-infectieux, par exemple les antiviraux. Enfin, sauf pour le Covid, je crois. Et enfin, la résidente a-t-elle une infection associée aux soins? Donc, il n'y a pas de signe clinique. Effectivement, on peut se dire qu'elle est guérie de son infection associée aux soins le jour du passage de l'enquêteur, mais elle a toujours son traitement général pour son infection. Donc, on considère que oui. Donc, j'ai déjà une question de Monsieur au Sud. Quelqu'un qui part en rendez-vous à l'extérieur à 7h30 est-il concerné par l'enquête? Donc ça, c'est dans les critères d'éligibilité. On va y revenir après, mais en fait, vous les avez. Et en fait, quelqu'un qui s'absente de l'EHPAD pour une courte durée, pour des soins, pour une consultation d'ambulatoire, pour une visite temporaire chez la famille, il est inclus, il peut être inclus dans l'enquête, en fait. C'est quand il va pas être là sur le long terme. Là, on va, quand il va avoir par exemple une longue hospitalisation, il va pas être inclus dans l'enquête. Je vais retrouver exactement les critères. Hospitalisation. Excusez-moi. Ah, infection, évaluation, administration. J'y suis. Alors. Je me suis pas mis des post-it. Bon, je vous les retrouverai après, parce qu'après j'ai noté les pages. Donc je vais vous les montrer après. Donc si on reprend pour l'infection, en fait, pour les infections urinaires, dans l'annexe, dans une des annexes de ce document magique, vous avez les définitions des infections. Donc là, pour les infections urinaires, vous avez pour les résidences en cathéter, donc c'est le cas de Madame Soulier. Madame Soulier, en fait, donc on va aller regarder si ça valide bien cette définition d'infection urinaire. Donc en fait, il faut présenter au moins un des critères suivants. Donc effectivement, elle a eu, hop, je vais trop vite, elle a eu de la dysurie ou elle a eu plutôt des douleurs à la miction. Elle n'avait pas de fièvre, donc on ne coche pas, et elle avait une absence de fièvre et de leucocytose, mais au moins un des deux signes de localisation urinaire suivants. Le CBU, il a été réalisé et en plus, il a au moins 10 puissance 5 QFC par ml. Donc, vous pouvez confirmer l'infection. Donc, on a bien des signes et symptômes et un ECBU positif. Donc, vous êtes sur une infection urinaire confirmée. Et le code qui vous sera renseigné, mais on va aller le revoir après, ce sera URI1. Donc, voilà. Donc, pour chaque infection, vous avez un logigramme décisionnel comme ça pour vous orienter, savoir si vraiment vous avez affaire à une infection urinaire ou pas. Je regarde si vous me posez des questions. Je ne comprends pas pourquoi c'est associé aux soins. Alors en fait, c'est associé aux soins parce que c'est acquis dans l'EHPAD. C'est-à-dire que Madame Odile Soulier, elle a son infection qui est survenue dans le lieu où elle est prise en charge. Donc on parle d'infection associée aux soins. Infection nosocomiale, c'est que pour l'hôpital, quand on est une infection qui survient au décours de son hospitalisation. Infection associée aux soins, c'est une infection qui survient quand on est pris en charge médicalement, et l'EHPAD est un établissement médico-social. Donc on considère que c'est une infection associée aux soins. On continue. Donc on revient sur notre fiche et on va renseigner. Donc
on a identifié la résidente, on a listé les caractéristiques de la résidente, donc son année de naissance, de quel sexe elle était, si vous avez un code d'unité de vie, si elle est en accueil dans une unité adaptée, est-ce qu'elle a été hospitalisée dans les 3 mois, est-ce qu'elle a eu une intervention chirurgicale, est-ce qu'il y a une présence d'escar, donc tout ça on avait vu que c'était non, hein. Elle n'était pas désorientée non plus en termes de mobilité. Elle en fauteuil roulant et elle n'était pas incontinente. Donc, OK pour la première partie. La deuxième partie, on avait vu qu'elle n'avait pas de dispositif invasif. Et pour traitement anti-infectieux, par contre, là, on avait vu que oui, elle avait un traitement anti-infectieux. Donc, c'est page 36 de la méthodologie. Donc, je ne sais pas si vous êtes devant, mais on va pouvoir y aller pour s'aider, pour renseigner. En fait, j'ai pas mis, ah si, j'ai mis le numéro de page. Traitement anti-infectieux. Voilà. Peut-être que je vais vous mettre juste du coup la page 36 de la méthodologie pour vous faire voir. Alors, je ne peux pas montrer 2 écrans en même temps, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais je vais juste vous montrer la méthodologie, ENP, la page 36, où on va pouvoir en savoir un peu plus sur ces traitements anti-infectieux. Traitement anti-infectieux. Donc là, vous avez toute la rubrique qui va vous aider à remplir cette partie-là. Et là, vous avez tous les traitements anti-infectieux ciblés dans le cadre de l'enquête et administrés par voie générale aux résidents le jour de l'enquête. Doivent être rapportés et documentés. Donc, vous avez les antibiotiques à usage systémique. Vous voyez, vous avez les imidazolés perros antiparasitaires, les antibiotiques intestinaux, la fidaxomicine pour traiter le clostridium, les antimycosiques, les antituberculeux, les antifongiques et les antiviraux pour la COVID. Tous les autres antiviraux sont exclus. Et là, on vous détaille comment renseigner les différents items de ce paragraphe, du paragraphe ici, traitement anti-infectieux. Donc en premier, on va vous demander le nom de l'anti-infectieux. Le nom de l'anti-infectieux, vous pouvez le renseigner de différentes manières. Vous pouvez le renseigner en DCI, dénomination commune internationale, par exemple pour amoxicilline, c'est amoxicilline. Mais ça pourrait être aussi en nom commercial. Ça aurait pu être Clamoxyl, puisque Clamoxyl est un des noms commerciaux et le nom commercial de l'amoxicilline. Ou vous pouvez le renseigner en code ATC, puisque tous les anti-infectieux, mais globalement tous les médicaments, répondent à des codes ATC. Et ça, vous avez une annexe dans la méthodologie, donc on va y aller, qui vous montre l'annexe 3, qui vous déroule. Oh, pardon, excusez-moi, c'est que j'ai la fenêtre qui s'affiche. Donc, on va aller sur l'annexe 3 et donc on va aller regarder sur l'amoxicilline. Voilà, vous voyez. Donc, vous avez tous les noms des antibiotiques avec soit en dénomination commune internationale, soit en nom commercial et le code ATC. Donc voilà, vous remplissez comme vous le souhaitez. Et c'est dans l'annexe 3. Donc si je reviens après à ma fiche de recueil, j'ai la voie de l'administration. Donc on va vous proposer IV, intraveineuse, donc IM intramusculaire, SC sous-cutané, oral, c'est oral, et I, il me semble que c'est instillation. On va aller voir d'ailleurs, page 36. Après, ça sera plus simple, je vais arrêter de jongler, c'est pour vous montrer des petites choses. Donc, dispositif invasif. Nom de l'un. Voilà, I, c'est inhalation, pardon, c'est aérosol. Et quand c'est inconnu, voie d'administration, inconnu. Inhalation. Merci Nathan. Nathan est au taquet. Je reviens sur ma fiche de recueil. Je vais peut-être arrêter de faire le va-et-vient, c'est un petit peu compliqué. On va vous demander la durée prévue de traitement en jours. Donc là, pour rappel, Madame Soulier, c'était 7 jours. Le contexte de prescription. Donc si c'est une prescription curative, une prescription à visée prophylactique, donc globalement, le plus souvent, ce sera curatif et là, c'était le cas. On va vous demander le diagnostic associé au traitement. Donc le diagnostic associé au traitement, là aussi, vous allez avoir plusieurs codes. Ah, mais je crois que vous avez... En fait, je peux dérouler là. Il y avait des copies d'écran, excusez-moi.
Donc, vous voyez, hop, amoxicilline, on peut mettre le code ATC ou le nom de la DCI. Donc, c'est page 51 qu'on a la réponse. La voie orale, c'est page 38. 7 jours, c'est page 38 qu'on vous dit, qu'on vous explique un peu la durée de traitement. Et après, le contexte de prescription, vous avez un tableau toujours page 39 qui va vous mentionner tous les contextes de prescription qui peuvent être associés au traitement anti-infectieux. Donc, nous, clairement, on est dans une infection urinaire basse, donc ça va être le code URI. On va demander si on a réévalué l'antibiothérapie. Donc, page 40, on vous dit, voilà, si on vous précise un peu comment ça a été réévalué. Et donc, vous allez répondre non, oui, inférieur à 72 heures, oui, supérieur à 72 heures. Et le lieu de prescription, si ça a été fait en établissement médico-social, en établissement de santé ou autre. Et là aussi, c'est page 40 qu'on vous apporte des précisions. Donc voilà pour ce paragraphe, traitement anti-infectieux. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais cela, ça ne sera pas rempli pour beaucoup de résidents normalement. Hein. Ça sera une minorité chez vous qui seront sous traitement anti-infectieux. Logiquement, la plupart du temps, vous n'aurez pas à renseigner ce paragraphe. Et après, on a vu que Madame Soulier, elle avait une infection associée aux soins. Donc là, on va aller se renseigner page 41 de la méthodologie. Et page 41 de la méthodologie, on va pouvoir voir les codes pour les sites infectieux. Donc, vous vous souvenez? Alors, vous voyez, hein, les sites infectieux, les codes pour les sites infectieux, ils sont différents des codes pour le diagnostic associé au traitement anti-infection. Hein. C'est un autre codage. Donc, vous vous souvenez, nous, on avait vu que c'était une infection urinaire confirmée, URI 1. Donc, on va coder URI 1. Là, c'est une question, c'est si on a affaire à une infection à Clostridium difficile, donc c'est pas le cas. Et si on a une infection sur cathéter, là, il faudra mettre aussi le type de cathéter, mais ce n'était pas le cas ici. Le micro-organisme, là encore, vous allez avoir des codes pour coder le micro-organisme en cause. Donc, l'Escherichia coli, c'est Eschkol. Donc, tout ça, c'est page 66. Et on va vous demander aussi de renseigner la sensibilité aux micro-organismes. Et là, vous l'avez aussi dans la méthodologie, mais vous l'avez aussi au dos de la fiche de recueil. Voilà, pour vous aider lorsque vous codez, parce que c'est sans doute le moins simple à coder quand vous devez enseigner une sensibilité de micro-organismes. Donc là, notre Escherichia micro-organisme, en fait, on avait vu c'était une souche sauvage, qu'elle était sensible à tout. Donc, on va pouvoir renseigner qu'elle est sensible aux céphalosporines de 3e génération, qu'elle ne produit pas de BLSE, qu'elle est sensible au carbapénème et qu'elle ne produit pas de carbapénémase. Voilà. Et nous avons fini la première fiche. Non, enfin je crois. Oui, c'est un autre cas clinique. Donc ce cas clinique, il vous a peut-être paru fastidieux, mais c'était le premier. C'était pour essayer de tout balayer et en plus il vous a peut-être semblé un peu facile parce que tout était bien défini, etc. Mais c'était un peu volontaire pour essayer de balayer tous les paragraphes et vous montrer un petit peu qu'on retrouvait toutes les indications dans la méthodologie. Heureusement. Oui, je reconnais qui dit heureusement, mais vous inquiétez pas, on sera là pour vous aider, docteur. On va passer au cas clinique numéro 2 et donc là, l'idée, c'est peut-être de vous faire réfléchir, donc d'essayer de vous faire réfléchir un peu 5 minutes tout seul pour voir si vous y arrivez et si vous arrivez à vous poser les bonnes questions. Donc, je vous le lis et je vous laisse après réfléchir un petit peu tranquillement. Donc, on est le 22 mai après-midi, toujours. Hein, tout le monde a choisi cette date pour faire son enquête. Et c'est Madame Anne Ducrot, 90 ans, qui est hébergée à temps plein à l'EHPAD du Laurietain depuis 2022. Vous notez le jeu de mots avec Madame Ducrot et les épices. Bon, je ne sais pas si c'est exprès. Elle est incontinente et dépendante pour la toilette. Elle n'a pas de sonde urinaire, pas de cathéter vasculaire, pas d'escar, pas de plaie. Elle est orientée et se déplace en fauteuil roulant. Le 17 mai, lors de la réalisation de la toilette, l'aide-soignante constate lors de l'ablation du change que les urines sont malodorantes. Ah, pouvez-vous remettre en plein écran? Oui, bien sûr. Donc, l'aide-soignante constate lors de l'ablation du change que les urines sont malodorantes. Après avis pris de l'IDE, une bandelette urinaire est réalisée. La BU revient positive au leucocyte. L'IDE prévient le médecin traitant qui prescrit un ECBU. Le 22 mai, lors du passage de l'enquêteur, les résultats de l'ECBU n'ont pas encore été transmis au médecin traitant. Le lendemain de l'enquête, l'enquêteur est appelé par l'IDE car elle vient de recevoir les résultats de l'ECBU qui montrent la présence d'un Escherichia coli à un taux de 10 puissance 3
présentant une résistance aux bêta-lactamines, BLSE, par production d'une entérobactérie productrice de par production d'une bêta-lactamase à spectre étendu, associée à un taux de leucocytes à 10 puissance 4 par ml. La résidente ne présente aucun signe clinique en faveur d'un épisode infectieux, ni de signe de désorientation ou de plainte inhabituelle depuis le 17 mai. Voilà, on en est là. Donc, pour rappel, les questions à vous poser, est-ce que cette résidente est inclue dans l'enquête? Est-ce qu'elle a des dispositifs invasifs? Est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux? Est-ce qu'elle a une infection associée au soin? Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir. Je regarde sur mon portable. Et dans 2 minutes, je reviens vers vous pour voir qui veut essayer de répondre à ce cas clinique. Il est 14h26 à 14h28. J'arrête. Pendant que certains réfléchissent, est-ce qu'on peut me dire si c'est OK, tout passe bien, le diaporama, le son, la vidéo, même si c'est pas très important de me voir? Merci. Merci de me répondre. Allez, vous avez plus que 30 secondes pour réfléchir. Et après, n'hésitez pas, celles qui ou ceux qui veulent prendre même la parole, hein, vous levez la main et moi je vous vois et vous pouvez répondre, on peut discuter ensemble. Ah, je vois quelqu'un qui veut répondre et il est 28. Donc, je vais vous donner la parole. Normalement, j'ai ouvert votre micro. Ah non, c'est vous qui avez coupé votre micro, mais vous pouvez l'ouvrir. Essayez de l'ouvrir et je peux vous donner la parole. Madame Coiffier. Couper. Non, moi je ne veux pas couper. Moi, je vais désigner comme intervenant. Alors, est-ce qu'on entend Madame Coiffier? Non. Et je vous vois plus en plus. Est-ce qu'il y a... Bon. Donc, je ne vois pas de main levée, à part Madame Coiffier, mais je l'ai perdue. Donc, du coup, on va peut-être faire comme vous faisiez tout à l'heure par chat. Ah, j'ai donné le son à Madame Coiffier. Est-ce que vous vouliez parler, Madame Coiffier, ou c'était une erreur? Ah, non, elle l'a refermé. Si, Madame Bosque, je peux vous donner le son, en fait, mais il faut me le demander. Vous nous entendez? Oui, là, je vous entends. C'est qui alors qui parle? Ben, c'est Madame Coiffier en fait, mais en fait Ah, depuis le départ, on ne peut pas interagir ni Par le chat. ouais, ça marche pas. ah, d'accord, ni par le chat, ni par... Alors, le chat, il fonctionne parce qu'il y a... Les questions, ils fonctionnent parce qu'il y a plein de monde qui participe. Et le son, c'est moi qui vous le donne, en fait. Et là, je viens de vous le Oui, donner. mais moi j'arrive pas, on peut pas par le chat, j'ai pas jusque-là, j'ai pas la possibilité d'écrire. Ah ça y est, Alors, là, maintenant je l'ai. ouais, Voilà, on va je l'ai. répondre au cas clinique. Vous voulez vous essayer? Oui, oui, on va le faire si vous voulez, Alors, oui. allez-y. Donc, Alors, la est-ce- première question, oui, elle fait partie de l'enquête. alors, pourquoi elle fait partie de l'enquête? Parce Parce qu'elle qu'elle a contracté
Ah non, il a eu un ECBU positif Alors, elle est inclue dans l'enquête parce qu'elle est inclus dans là, en l'enquête. fait. Parce Elle que est oui, là parce et qu'elle est là et qu'elle voilà, et Infection qu'elle ou pas. présente une infection Mais infection ou contractée dans pas, l'établissement. elle est inclue dans l'enquête. Elle est présente, elle a été informée, Oui. donc elle est inclue dans l'enquête. Très bien. Après, est-ce que vous avez pu... Donc, les caractéristiques du résident. Donc, elle a 90 ans. C'est Oui. une femme. Est-ce que vous pouvez nous Orientée, en dire plus? orientée, elle a un fauteuil fauteuil. roulant, Oui, elle est incontinente, oui. oui. Est-ce qu'elle a été hospitalisée? Non, et pas d'intervention chirurgicale non plus. Très bien. Donc, vous avez rempli la première partie. Oui. Après, en termes de dispositifs invasifs. Non, elle en a pas. Non, elle n'en a pas, donc on coche non. En termes de traitement anti-infectieux, Pas pour le moment. Pas encore. effectivement, on n'en voit pas. Donc, vous mettez non, Oui. par hasard. Et alors, est-ce qu'elle a une infection associée aux soins? Bah, Ben, ça y ressemble. oui. Oui, ça y ressemble. Mais vous mettez oui ou non. Est-ce qu'on peut, vous voulez qu'on revienne sur hop, infection urinaire? Oui. Donc, Ah oui, elle n'a On pas les de roule là. cathéter. Non. Est-ce qu'elle présente un critère suivant? Une dysurie, une douleur aiguë, gonflement ou sensibilité? Bah Non, non, elle ça n'a je pas peux de le faire. symptômes. Elle n'a oui. pas de symptômes. Elle n'a pas de symptôme. Non. Aucun symptôme. Elle a un ECBU par contre, Oui, Oui. qui est revenu positif. Oui. qui est revenu positif le lendemain. Mais Le lendemain même de si vous l'enquête. faites l'enquête et que vous êtes en attente d'examen biologique, vous pouvez revenir Oui. pour valider ça. Donc D'accord. effectivement, là, il nous faut de toute façon des signes et des symptômes pour valider une infection urinaire. On le voit bien. C'est et que le CBU ou pas soit réalisé, il nous faut des signes et symptômes. Et elle n'en présente pas. Donc effectivement, on est dans le cas non. Absence de signes cliniques le jour de l'enquête malgré une BU et un ECBU positif. Et donc, le médecin peut quand même prescrire des antibiotiques Alors, sans nous, on symptômes. n'est pas là. Alors, il y a ce qui est pour l'enquête nationale de prévalence. Nous, on n'est pas là de juger la pertinence du traitement ou pas antibiotique. S'il y a un traitement antibiotique, vous le notez dans l'enquête nationale de prévalence. Après, dans les faits, en termes de recommandations, on ne traite pas une infection, enfin, on ne traite pas un ECBU positif sans signe d'infection urinaire associée. Oui, Ok, associé. d'accord. Voilà. D'accord. Mais là, je vous Mais parle de dans l'enquête l'enquête nationale de nationale, prévalence. oui, On n'est pas là pour juger Oui, oui, de bien la sûr. pertinence d'un c'est traitement. ce que dit le Mais là, médecin. Oui. vous, normalement, avec les données que vous avez, vous jugez que ce n'est pas une infection urinaire. D'accord. Ok, Merci beaucoup. Merci. Je coupe votre très micro bien. si je le Très trouve bien. parce que voilà. Et on va passer, enfin juste je vais vous préciser, voilà, vous avez la fiche renseignée. Donc là, vous voyez, on a renseigné que les caractéristiques du résident et les dispositifs invasifs. On va passer au cas clinique suivant. Donc là encore, je vous laisse, enfin, je vais vous le lire et puis je vous laisse 2 minutes. Et s'il y a quelqu'un, je pense que c'est mieux quand quelqu'un essaye de répondre, que ce soit toujours moi qui parle. Je vous interrogerai. Donc, Monsieur Pierre-Antoine, âgé de 84 ans, vit à l'EHPAD du lac Secteur-Neige depuis 1 mois. Il est désorienté, se déplace en fauteuil et il est incontinent. Il a été hospitalisé il y a 7 jours aux urgences pour un état confusionnel et chute. Aux urgences, un traitement par ceftriaxone intramusculaire a été instauré après ECBU en raison d'une bandelette urinaire positive, leucoénitrique positif, associée à un état fébrile 39 degrés. Le diagnostic retenu est celui d'une prostatite aiguë. Le service des urgences a adressé au médecin traitant le résultat de l'ECBU qui retrouve un Escherichia coli à 10 puissance 7, UFC par ml présentant une résistance aux bêta-lactamines par production d'une bêta-lactamase à spectre étendu, BLSE, associé à un taux de leucocytes à 10 puissance 6. 48 heures avant l'enquête, donc le 16 juin, vous notez qu'on était le 18 juin, voilà, c'est pas le même jour d'enquête. Le 16 juin, le médecin traitant a pris l'avis de l'urologue, puis réévalué le traitement antibiotique. Le traitement par ceftriaxone a été remplacé par ciprofloxacine 500 mg par 2 per os pour une durée de traitement de 14 jours. Le 17 juin, la veille de l'enquête, le résident présente un épisode diarrhéique important, 3 selles liquides depuis le matin, une recherche de toxines de Clostridioides difficile, anciennement Clostridium
Clostridium difficile a été demandé. Et le lendemain de l'enquête, le 19 juin, la recherche de toxines de Clostridium difficile revient positive. Je vous laisse réfléchir 2 minutes et je vous laisse lever la main ceux qui se sentent de commencer à répondre. D'ici 2 minutes. Il est 35 à 37. Il est un peu plus dur celui-là, je pense. Alors moi, je l'ai trouvé plus dur quand je l'ai fait. Parce que tout ce que je vous fais, je l'ai testé avant. Donc, est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre? Levez la main. Ah, alors, Laure, normalement, vous avez le micro d'ouvert, Laure. Bonjour. Bonjour. Merci de tenter l'aventure. Alors, j'ai pas encore lu le mode opératoire, donc je ne sais pas si le fait qu'il soit désorienté, déjà, ça l'exclut de l'enquête ou pas. Pas du tout. Ça ne l'exclut pas de l'enquête. Donc, on y va. Oui, il faut que je vous retrouve les critères d'exclusion déjà. Allez-y, dites-moi. Alors, c'est un homme de 84 ans, donc il est désorienté. Il est incontinent. Oui, tout à fait. Donc, il a, le jour de l'enquête, pour moi, il a toujours une infection associée aux soins liés à sa prostatite aiguë, qui a nécessité donc un traitement. Alors là, moi, je ne mettrai que ciprofloxacine. Je ne mettrai pas la C3G. Et oui. comme il y présente également des diarrhées la veille de l'enquête, je mettrai qu'il a également, et qu'on sait le lendemain de l'enquête que c'est un Clostridium difficile, je mettrai également qu'il a une autre infection associée aux soins qui est une diarrhée à CD toxinogène. Et voilà. Tout à fait. Alors, je pense que c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment que je retrouve les critères éligibles. J'aurais pas mis la C3G, moi, mais bon. Oui, mais c'est ça, il ne faut pas la mettre, la C3G. Il faut la C3G, c'est la ceftriaxone. Il faut mettre en fait la ciprofloxacine puisque c'est celle-là qui est en cours lorsqu'on passe dans l'enquête. Mais ce qui fait que du coup, la ciprofloxacine, il faut que vous notiez qu'elle a été prescrite dans votre établissement. C'est ça, d'accord. Voilà. OK. Et après, par contre, il faudra mettre Escherichia coli BLSE, comme c'est un… Exactement. Dans les sensibilités aux micro-organismes, vous savez, je vous ai dit, vous avez, alors là, vous n'allez rien voir, mais vous avez les sensibilités, il va falloir coder ESH-COL et mettre effectivement que ce n'est pas sensible au C3G, mais que c'est sensible par contre au carbapénémase et que ça produit une BLSE. Mais on va aller revoir la fiche. Donc ça, c'est les questions en fait. Toujours, j'essaye, enfin moi quand j'ai fait les cas, j'ai essayé d'avoir cette mécanique pour que ce soit plus facile. Donc, le résident est-il informé éligible? Donc, oui. Le résident a-t-il un dispositif invasif? Donc, c'était OK, il n'y avait pas de dispositif invasif. Le résident a-t-il un traitement anti-infectieux? Oui. Et le résident a-t-il une infection associée aux soins? Effectivement, il faudra quand même demander la lettre de sortie des urgences pour étayer le diagnostic de prostatite et récupérer le résultat de la recherche de toxines à Clostridioides difficile. Donc, c'était pas mal alors. Donc, si on va voir
Pour les infections à Clostridioides difficile, vous savez, je vous ai dit, vous avez un peu des arbres décisionnels pour chaque infection. Là, ce qui peut nous permettre de valider l'infection à Clostridioides difficile, c'est effectivement la symptomatologie, donc une selle diarrhéique, mégacolon toxique et analyse biologique positive pour là où les toxines, nanana. Donc ça, c'est ce qu'on a. Voilà. Donc on va pouvoir cocher ça. Ah oui. Là, il a une infection urinaire, en fait. Excusez-moi, regardez pas le truc infection urinaire. D'accord. Il a une infection à Clostridioides difficile. Et effectivement, critères d'infection entièrement remplis, infection confirmée. Donc, ce sera Claude. Quand on va revoir la fiche, voilà ce que ça va donner. Donc, on va renseigner les caractéristiques que vous nous avez citées, Laure. Il n'a pas de dispositif invasif. Dans les traitements anti-infectieux, vous vous souvenez, on met donc effectivement pas la ceftriaxone parce qu'elle est plus en cours de traitement, mais on met la ciprofloxacine puisque pour rappel, il y en a encore pour pas mal de temps. Je crois qu'il y en a encore pour 12 jours de traitement. La voie d'administration, elle est orale. Donc, c'était 14 jours. C'était un traitement curatif. Et donc, la prostatite, c'est une infection génitale. On va la coder comme infection génitale puisque dans les infections génitales va rentrer les prostatites. La réévaluation de l'antibiothérapie, vous vous souvenez, dans mon cas clinique, on disait que oui, le médecin était passé et qu'il avait réévalué, mais elle a eu lieu 72 heures après. Si je reprends mon cas clinique, le 16 juin, en fait, il a réévalué, a pris l'avis de l'urologue pour réévaluer le traitement antibiotique. Je suis en train de me poser une question. Et là, vous allez peut-être m'aider à répondre. Parce qu'en fait, le traitement par ceftriaxone a été remplacé pour une durée de traitement de 14 jours. Mais le Ciflox, on ne sait pas s'il a été réévalué ou pas, en fait. C'est la ceftriaxone qu'on sait qui a été réévaluée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, Moi, j'aurais mis non. moi, j'aurais mis non aussi. Ouais, Je vais ouais, non. souligner au groupe de travail dont je fais partie, qui a mis ça. Pour moi, c'est non. Ça n'a pas été réévalué, la ceftriaxone, la ciprofloxacine, pardon. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Et avec Laure? Mettez des oui partout. Laure, elle dit oui. Oui, tout à fait. Donc, ok. Donc, je vais le noter. Le K3. Le lieu de prescription, ça a bien été prescrit dans l'EHPAD, donc EMS. Et donc, les infections associées aux soins, en fait, c'est... Ah oui, je sais pourquoi ils ont dit ça. D'accord. Tout à l'heure, je sais pourquoi ils ont mis... En fait, là, vous vous souvenez, les codes sont différents entre le diagnostic associé au traitement antibiotique. Donc là, on va être à gène. Mais là, on va considérer que c'est une infection urinaire, une prostatite. Et on va la coder en URI1. Si je reviens, on va être dans fièvre. Ah oui, d'accord. Et ça. Donc, effectivement, on va être dans urien. C'est ça qui peut être confondant quand même. C'est de bien faire attention quand on a traitement anti-infectieux et infection associée aux soins. Les variables ne sont pas les mêmes pour le diagnostic associé au traitement et les sites infectieux. Et la deuxième infection associée aux soins, c'est le Claude. Vous vous souvenez, pour infection à Clostridium difficile, on demande si c'est acquis dans l'établissement. Et donc là, on va répondre certaine. Puisque effectivement, il a commencé à avoir des symptômes quelques jours après son hospitalisation, après avoir pris du Ciflox, enfin de la ciprofloxacine. Et donc, après, on va remplir les micro-organismes. Donc, effectivement, on a l'Escherichia coli. Effectivement, sur l'antibiotique, j'ai un gros doute. Elle était sensible apparemment aux céphalosporines de 3e génération, mais elle produisait une BLSE. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais encore retirer un truc. Mais c'est bien. Présentant une résistance au bêta-lactamine. Donc non, si ça présente une résistance au bêta-lactamine, ça ne va pas. Ah. Donc là, c'est R. Ici. Vous voyez où je mets ma flèche? Ouais. Là, on a un Escherichia coli, on est résistant aux céphalosporines de 3e génération, on produit bien une BLSE, par contre, on est sensible au carbapénème et on ne produit pas une carbapénémase. Est-ce que ça va pour vous? Je vais faire remonter le K3, il y a beaucoup d'erreurs.
Comme quoi relativiser. On n'est pas tous à l'abri de faire des erreurs quand on renseigne des données. On essaye de faire du mieux qu'on peut, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas? Je regarde le chat. Si je le trouve. Hop. Question. Hop. Je retrouve plus mon onglet questions. Ah si, il est là. Ah non, je trouve plus mon onglet questions. Ah voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Et merci à Madame Binet pour me dire que les critères d'inclusion et d'exclusion sont pages 11 et 12. Donc, page 11 et 12, vous avez les critères, vous savez, d'inclusion des résidents. Donc, vous avez les critères d'inclusion des EHPAD, enfin des établissements ciblés, et les résidents éligibles à l'enquête. Donc, c'est ceux qui sont en hébergement complet au moment de l'enquête, présents à 8 heures du matin le jour de l'enquête dans l'établissement, et présents au moment du passage de l'enquêteur dans le secteur ou l'unité de vie enquêtée. Donc, présent à 8 heures du matin, c'est indiqué, c'est ce qui est indiqué dans le registre administratif. Et présent au moment du passage de l'enquêteur dans le secteur ou l'unité de vie enquêtée, ou temporairement absent pour consultation, examens médicaux, traitement ambulatoire chronique, ou absent dans le cadre d'une sortie temporaire avec la famille visiteur, ou transféré dans un autre secteur ou unité de vie de l'établissement enquêté. Sont exclus de l'enquête les résidents en accueil de jour ou en accueil temporaire, ou absents à 8 heures du matin le jour de l'enquête, ou sortis au moment de l'enquête parce que sortis définitivement de l'établissement, ou admis en établissement de santé pour une durée de plus de 24 heures, ou qui demandent à ne pas participer à l'enquête. Merci Laure. Je coupe le micro du Oui. coup, et on passe au cas... Enfin, j'essaye de couper tous les micros, c'est pas évident pour moi. Hop, voilà. Et on passe au cas 4. Alors, c'est de nouveau un monsieur. Donc, c'est monsieur Claude Jean, âgé de 84 ans, qui vit à l'EHPAD des Roses depuis un mois après une hospitalisation de 15 jours en SSR. Il est dénutri et présente des difficultés de déglutition depuis son admission à l'UHR. Il est dépendant pour la prise des repas, souvent désorienté et déambulant. Il est incontinent et porte un étui pénien. Le 12 mai, il a présenté une hyperthermie à 38,5, associée à l'apparition d'une toux et des expectorations purulentes. Devant la présence d'une désaturation à 80, la SAT à 80%, Monsieur Jean a été adressé au service des urgences du CH du territoire de santé. Du 12 mai au 20 mai, il est hospitalisé en court séjour gériatrique. Le 20 mai, il revient en EHPAD avec un traitement par ceftriaxone 1 g par jour en intramusculaire pour une durée restante de 48 heures. Lors du passage de l'enquêteur, donc le 22 mai, le résident est à J5 du traitement par antibiotiques, la dernière prise étant prévue le soir même. Il présente une évolution favorable. L'enquêteur demande au médecin coordonnateur de récupérer auprès du CH les résultats des examens de laboratoire et le compte-rendu d'hospitalisation. Ces éléments confirment la présence d'une pneumonie. Le ECBC réalisé aux urgences a permis d'identifier un Escherichia coli, toujours celui-là, sensible, supérieur à 10 puissance 7 UFC par ml associé à des polynucléaires neutrophiles. Dans le compte-rendu est indiqué une réévaluation clinique de l'efficacité de l'antibiotique le 19 mai 2024. Donc, je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Et puis après, levez la main ceux qui se sentent prêts.
Alors, qui veut se lancer? Je ne vois pas de main levée. Alors que je suis sûre que vous êtes au taquet. Alors, personne ne veut se lancer sur cette magnifique pneumonie? C'est étrange. Ah, Aurélie Jazeron, je vous donne le micro. Et merci beaucoup. Enfin, j'essaye de vous donner le micro. Ah, ça bouge. Ah, vous avez coupé le son. Il faudrait que vous activiez votre son si vous y arrivez, parce que j'ai l'impression que... Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, On vous entend. bonjour. 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 Merci beaucoup. Alors, on a loupé le début du webinaire Ah, parce que c'est un peu compliqué pour se connecter, mais on va quand même d'accord. essayer. Ah, merci. Alors, donc, pour moi, donc, il est éligible puisque au moment de l'enquête, il est bien dans l'établissement. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut retenir effectivement, donc moi je retiendrai sa dénutrition avec surtout les troubles de déglutition. Oui. Et sa désorientation, le fait qu'il soit déambulant. Pour moi, il n'a pas de dispositif invasif puisque l'étui pénien n'en est pas un. Tout à fait, c'était le piège là. En termes de, pour moi, il a un traitement anti-infectieux, c'est-à-dire la ceftriaxone, puisque au moment de l'enquête, c'est toujours en cours. Tout à fait. Après, moi, la question que je me poserais, c'est ce diagnostic de pneumonie, compte tenu des troubles de déglutition, c'est est-ce que c'est une pneumopathie de déglutition, une pneumonie de déglutition ou pas? Alors, on va aller voir du coup l'arbre décisionnel, puisque c'est ça effectivement sur ça qui est compliqué dans ce cas clinique. Bon, bah, pour l'instant, c'est un sans faute, et puis on va aller voir. Donc, effectivement, il était éligible. Donc, on remplit la partie à minima caractéristique du résident. Effectivement, il n'y a pas de dispositif invasif puisque l'éthylpénien n'est pas un dispositif invasif. Le résident a-t-il un traitement anti-infectieux? Bah oui, vous l'avez bien dit, il y a encore de la ceftriaxone, même si c'est le dernier jour. Et la classe anti-infectieux, elle est clairement ciblée par l'enquête. Donc, on coche oui. Et est-ce que le résident a une infection associée aux soins? Bah, effectivement, il n'a plus de signes cliniques, mais il a un traitement général en cours. La ceftriaxone. Donc oui, il a une infection associée aux soins. Après, quand on va rentrer dans les détails, voilà l'arbre décisionnel qu'on trouve dans la méthodologie. Donc il nous faut des signes et symptômes. Donc les deux critères suivants doivent être remplis. Au moins un des signes ou symptômes respiratoires suivants. C'est bon. Oui. Et au moins un des signes symptômes constitutionnels. Donc c'est ce qu'on a. Oui, c'est bon. Absence d'autres pathologies telles que insuffisance cardiaque chronique pouvant expliquer les symptômes, oui. On n'a pas, enfin en tout cas, c'était pas identifié dans notre cas clinique. On a résident avec une radiographie thoracique positive pour une pneumonie ou un nouvel infiltrat, mais on n'a pas de radiographie. Ou diagnostic de l'infection fait par le clinicien. C'est plutôt ça qu'on a. C'est plutôt ça. Donc, on va être dans le critère des signes symptômes remplis et diagnostic fait par le clinicien. Donc, on va être sur pneumonie probable. Et effectivement, ça nous a posé beaucoup de problèmes avec les pneumopathies d'inhalation. Donc, on a décidé de les coder en pneumonie probable. PNE. D'accord. Voilà. Ok. Donc, si on reprend notre fiche, bah, c'est exactement comme vous nous l'avez dit au départ. Pas de dispositif invasif. L'anti-infectieux, c'est la ceftriaxone, intramusculaire, 5 jours de traitement, c'est du curatif. Le diagnostic associé au traitement, vous savez, c'est pas exactement le même que celui de l'infection. Oui. Donc là, on est dans pneumonie PNE. La réévaluation de l'antibiothérapie, oui. Alors, oui. Pourquoi oui? Plus de 72 heures, oui. Ouais, il l'avait mis. Il revient à... Ouais, exactement. C'est tout à la fin. Il avait été réévaluation de l'efficacité clinique le 19 mai, donc oui. Oui, et c'est supérieur à 72 heures, il me semble. C'est ça. Ouais. Et prescrit à l'hôpital. Le lieu de prescription, bah, c'est l'établissement de santé.
Pour l'infection associée aux soins, donc on va être sur PNE2, pneumonie probable. Donc là, le code, on le retrouve dans le code dédié aux infections. Donc il va être ici. Infection respiratoire, vous voyez, pneumo probable. Et donc, j'ai quand même un germe, donc j'ai un Escherichia coli. Et la sensibilité, de mémoire, tout était sensible, non BLSE. Donc, on code sensible C3G, non BLSE, sensible carbapénable et pas de production de carbapénène. Masque. Bah, merci beaucoup, c'était top. Merci. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a qui ont des questions pour la fin du chat. Donc, on a pour la fin du webinaire, pardon. Donc, on y répondra à la fin. Mais si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc, je vous annonce qu'on arrive sur notre dernier cas clinique de ce webinaire et ce sera bien le temps puisqu'il est 14h55. Donc là, comme vous êtes hyper efficace maintenant et hyper formé, en tout cas, c'est ce que vous allez dire suite à notre super webinaire, je vous donne 1 minute pour réfléchir au cas suivant. Madame Aline Ponce est résidente de l'EHPAD du Pilat depuis 2 ans et âgée de 85 ans. Elle est suivie par l'oncopole pour un cancer colorectal. Elle est autonome pour ses déplacements, ne présente pas d'escarre et elle est orientée et continente. Elle a bénéficié il y a 5 ans de la pose d'une chambre à cathéter implantée. Le 27 mai, elle a été hospitalisée en ambulatoire pour bilan dans le cadre du suivi de son cancer. 24 heures après son retour d'hospitalisation, donc le 28 mai, elle a présenté un état grippal avec céphalée, maux de gorge et myalgie. Un test de diagnostic rapide TROD a été réalisé et confiant la présence d'un SARS-CoV-2. Le jour de l'enquête, l'enquêteur demande à l'IDE de mesurer la saturation en oxygène. On est à 95%. Par ailleurs, lors de son hospitalisation en ambulatoire, l'oncologue a prescrit de l'acyclovir en pommade en raison d'un herpès labial évoluant depuis quelques jours. La durée de traitement est de 7 jours. Alors, je vous laisse 1 minute et n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui veulent faire ce dernier cas de la journée. Allez, on va dire que la minute est finie. Et qui veut se lancer sur ce cas? N'ayez pas peur, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal maîtrisé quand même. Une petite main? Ah, merci. Donc c'est Nathan. Merci Nathan. Comme ça, vous pourrez me poser les questions que vous aviez. Donc, je vous donne l'accès au micro, mais il faut que vous ouvriez aussi votre micro. Ah, c'est bon. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. On est deux, je suis avec une collègue. Ah, très bien. Bah, vous allez pouvoir répondre à deux, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez de Madame Aline Ponce? Pour nous, elle est éligible à l'enquête. Oui. Donc, elle a un dispositif invasif Tout à fait. de type chambre implantable. Oui. Pour nous, elle n'a pas de traitement anti-infectieux. Ah bon? Parce que la cyclovir, à part si la cyclovir est dans la liste. Non, il n'est pas, vous avez raison. C'est un traitement local. Voilà, donc la cyclovir. Déjà, c'est un traitement antiviral et en plus, il est local. Alors, je vous dis, il cumule lui. Pas de traitement anti-infectieux, mais pour nous, une infection associée aux soins. Oui. Donc, Covid léger, ça serait COV-L. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit COV-L. C'est pas COV-M? Bon, on va aller voir ça.
Pour le M. Léger à modéré. Ah ben c'est peut-être ça, elle alors, c'est léger à modéré. Donc effectivement, elle est éligible à l'enquête, elle est informée éligible à l'enquête, elle a bien un dispositif invasif, c'est une chambre à cathéter implantable. Un cathéter à chambre implantable, pardon. Est-ce que la résidente a-t-elle un traitement anti-infectieux? Ben non, les traitements anti-infectieux locaux ne sont pas ciblés par l'ENP, c'est pas la peine de renseigner quelque chose, on met directement non. Et est-ce que la résidence a une infection associée aux soins? Ben effectivement, on a du Covid-19, mais on a aussi notre herpès labial. Ah, Eh oui. d'accord. Donc, le Covid-19, en fait, les débuts des signes cliniques, c'était 24 heures après son hospitalisation en ambulatoire. Et la Ouais. durée d'incubation moyen pour la Covid-19, c'est 5 jours. Donc, exposition en EHPAD, on retient, et nous en ambulatoire. Donc, parce que si ça avait été en ambulatoire, l'exposition, on ne la classait pas comme, on la recensait pas, en fait, comme IAS en EHPAD. Ok. Donc, du coup, là, on estime qu'elle a été exposée dans l'EHPAD et pas en ambulatoire. Donc, on va aller vérifier les critères retenus. Et il y a aussi l'herpès labial. Donc, quand on regarde l'arbre décisionnel du Covid, donc, le résident dispose déjà d'une analyse biologique. Donc, ça va être soit effectivement PCR ou TROD, ou tout échantillon approprié clinique, mais globalement, on va être plutôt sur ça. Donc, vous voyez que nous, on n'est pas dans de l'asymptomatique, on va être dans du léger modéré. Donc, léger modéré, c'est tout signe ou symptômes compatibles avec la Covid-19 et sans nécessité d'une oxygénothérapie et avec une saturation d'oxygène supérieure à 95. Donc, c'est 92, pardon. C'est ce qu'on a. Donc, effectivement, on est dans du léger modéré. Donc, on va être sur du COV-L. Puisqu'en fait, vous voyez que si on a de l'asymptomatique, on va le coder aussi en infection associée aux soins. Le COV-A. Ça, c'était l'Europe qui codait encore les Covid asymptomatiques et c'est un protocole européen, donc on se cale un peu sur ça aussi. D'accord. Et si ça avait été des Covid symptômes sévères, c'est-à-dire oxygénothérapie avec les symptômes, ou une SAT inférieure à 92, on aurait été sur du Covid sévère et donc COV-S, le code. Ok. Pour l'herpès ou le zona, vous voyez, les deux critères suivants doivent être remplis, éruption cutanée vésiculaire et diagnostic du médecin ou confirmation biologique. Donc, on est bien sûr de l'herpès. Donc, si je reprends ma petite fiche, c'est marqué sonde urinaire, mais non, c'est une chambre à cathéter implantable. C'est fou, le K5. Non, c'est bon, c'est ça. C'est ça, c'est marqué CCI? Ah oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, je vois pas, j'ai un truc devant. Donc, pas de traitement anti-infectieux. Par contre, 2 infections associées aux soins. Donc, on a le Covid, COV-L et l'herpès. Par contre, on n'a pas de germe. Donc, du coup, pas de... Ah bah si, on a un germe, pardon. L'herpès, on sait ce que c'est. Le Covid aussi, excusez-moi. Le micro-organisme, donc on va coder VIR-CoV. Et pour le virus de l'herpès, herpès simplex, ça va être VIR-HSV. Ok. Là, on n'a pas de sensibilité. Et donc, on a fini avec ce cas numéro 5. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathan et sa coéquipière, d'avoir pris ce cas. Est-ce que vous aviez, Nathan, je crois que vous aviez des questions? Oui, on a 2 petites questions. Oui. Nous, on a un EHPAD qui est un EHPAD hospitalier et du coup, il y a les patients du SLD qui sont mélangés dedans. Est-ce qu'on Oui. peut inclure nos patients USLD à notre enquête? Eh non, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, ils sont hébergés au même endroit, mais ils sont rattachés à Ouais. Mais c'est 2. sanitaire. C'est D'accord. vraiment ça relève pas du tout du médico-social. Donc, ça va pas être, même si je comprends sur le fond. Mais non, vous Parce pouvez pas les qu'ils sont rattacher. Il soignés faut par qu'on les ait la mêmes même médecins, par population. les mêmes- Ok, bon, ben ça va. Ben, on va en avoir une petite vingtaine alors. Ouais. Après, ouais, non, vous pouvez pas. Désolée. C'est pas grave. Et la deuxième, mais je pense que vous avez répondu au début, mais je voudrais avoir des précisions. C'était pour l'inscription. On a essayé avec la collègue sur le truc, sur le Prévias? portail. Ouais, mais on est Vous pouvez tombé. pas encore.
voilà, c'est parce que tout simplement, c'est pas ouvert. Non, c'est On pas peut, ouvert. Alors peut-être que je vais laisser peut-être Muriel vous dire ça parce qu'elle était au webinaire ce matin. Moi, j'ai malheureusement pas pu y assister. J'assiste à celui de la semaine prochaine. Mais effectivement, je sais pas si on a les dates un peu de quand vous pourrez vous inscrire sur Previas, mais pour l'instant, c'est normal. En fait, c'est pas encore d'accord. ouvert. Est-ce que Bon. Muriel, tu as d'autres Oui, infos complémentaires? l'information, c'est que l'application sera ouverte à partir du 27 mai. 27 mai. Ok. Merci beaucoup. On a une question de Laure Bosque et je vais avoir des difficultés aussi à répondre parce que moi aussi, je suis un peu... quels sont les arguments pour les médecins pour classer les pneumopathies d'inhalation en IAS? Ils ont du mal à le comprendre. Bah, de toute façon, une IAS, c'est en EHPAD. Quand quelqu'un est en EHPAD, en fait, finalement, la survenue d'une infection, je dirais, c'est l'argument, c'est comme enfin, une infection qui survient en EHPAD, finalement, c'est une IAS. Donc bah là, ce sera une pneumopathie, on retrouve un germe. J'ai pas beaucoup plus d'arguments. Après, peut-être qu'il y a des médecins qui nous écoutent là et qui pourraient avoir des arguments pour Laure qui essaye de dire à ces médecins que les pneumopathies d'inhalation sont bien des IAS. N'hésitez pas à lever la main aussi, je peux vous donner la parole. Ceux qui peuvent répondre à ça. Bah, du coup, je redonne la parole à Nathan, il me semble. Non, c'est toujours la même main, peut-être. Je pense que c'est toujours la même main. Non, personne. Ah Du si, coup, j'en ai une oui, troisième. oui. Oui, Nathan? Une troisième question, du coup, qui nous est venue en discutant Ah, de vos réponses. On a notre EHPAD, décidément, qui est en travaux en ce moment. Et du coup, on a certains de nos patients d'EHPAD qui sont hébergés dans notre SSR qui est en face. Est-ce qu'on peut les prendre quand même? oui. Bon, ça va. Oui, ceux-là. C'est vrai que c'est un peu chelou, mais oui. Euh, Bon, ça va. On prendra au moins ceux-là. Merci. alors, merci. Il y a Ludivine qui tente de relancer le débat là sur les pneumopathies d'inhalation. Je pense que là, j'aurais pas la réponse, mais par contre, je vais essayer de me renseigner auprès de mes collègues, voir comment ils font pour essayer de motiver les médecins à classer ça en IAS, les pneumopathies d'inhalation. Je me note la question. Il est 15h07, du coup, il est 15h07 et du coup, je vous propose d'arrêter puisque c'était jusqu'à 15h. Et je vous remercie d'avoir été présents. Vous avez été quand même plus d'une cinquantaine. Je remercie tous ceux qui ont participé, que ce soit aux questions écrites ou à l'oral. C'était quand même beaucoup plus sympa pour moi et je l'espère pour vous. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce webinaire, puisque comme on en refait un sur les 5 prochains cas cliniques d'ici 15 jours, autant s'améliorer. Voilà, et je vais de ce pas avertir le groupe de travail qu'il y a des petites coquilles dans les cas cliniques. Si vous voulez, évidemment, le diaporama, il sera à votre disposition. Alors, on va passer les 5 derniers cas cliniques et après, on le mettra à disposition pour ceux qui le veulent. Bonne journée. Comment s'inscrire au webinaire de l'inscription? Alors, il n'y a pas de webinaire de l'inscription, mais ça doit être au webinaire Previas, en fait, plutôt. Donc, Nathan, rouvrez votre micro pour voir ce que vous voulez dire. Oui, en fait, vous avez parlé du coup d'un deuxième webinaire pour, Alors, c'est vrai que pour c'est le un peu... Previas. En fait, il y a encore 2 webinaires. Un webinaire, moi, je vais refaire un webinaire sur 5 autres cas cliniques différents. Donc ça sera le lundi 13 mai. Ça, vous avez les infos sur le site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine en actualité. Vous pouvez aller vous inscrire là-dessus. Et sinon, vous avez aussi un webinaire sur l'application Previas qui a lieu mardi prochain. Donc, je crois que c'est le 7 mars, le 7 mai, pardon. Et là, vous pouvez aussi vous inscrire sur la même page enfin, là, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire, en fait, sur ce webinaire. Vous prenez le lien qui est sur l'actualité du site CEPIAS au même niveau. Et du coup, vous pouvez y participer. Ok, J'espère avoir merci. été clair. Bonne journée à tous. Au revoir.